Émission spéciale avec Reda Menassel sur Alger 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans ce numéro d'une série d'émissions spéciales que la chaîne 3 va consacrer à la cybersécurité et à ses différents enjeux. Je suis Reda Menassel en compagnie de Hakim Ben Moussa. Derrière la vitre, nous allons tenter pendant une heure de temps de nous intéresser à un sujet crucial, les dangers et arnaques du e-commerce. À l'ère du numérique, vous le savez, le commerce en ligne offre une multitude d'opportunités, mais il expose également les consommateurs à divers risques, notamment les arnaques et les fraudes. En Algérie, où ce secteur du e-commerce est en pleine expansion, il est crucial de comprendre les menaces potentielles et les mesures à adopter pour s'en protéger. Dans cette émission, nous allons donc nous poser quelques questions. Quelles sont les arnaques les plus courantes dans le commerce en ligne en Algérie? Comment les consommateurs peuvent-ils identifier et éviter ces fraudes? Quelles sont les meilleures pratiques pour sécuriser ces transactions en ligne? Et enfin, quel rôle les autorités et les entreprises doivent-elles jouer pour renforcer la sécurité du e-commerce en Algérie? On en parle avec Monsieur Selim Beja, expert en digital, spécialiste en e-commerce et fondateur de ClickWeb. Il est accompagné de Monsieur Nassim Kardjouj, conférencier, fondateur du site de e-commerce Hatta. Et enfin, et non des moindres, Monsieur Riles Mahleb, qui est spécialiste en cybersécurité. Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Radio Alger 3. Bonjour, Reda. Ne répondez pas tous en même temps. D'accord. Allez, messieurs, balle au centre. Je commence par toi, Selim. Je te tutoie, on se connaît un peu. Le e-commerce, évidemment, on assiste à un véritable boom. On est vraiment dans l'œil du cyclone. Et évidemment, le corollaire de cette révolution, c'est les différentes arnaques et fraudes. Comment s'en prémunir, Selim? Donc, les arnaques, en fait, il y a pratiquement une seule arnaque. Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Non, mais parce que sinon notre émission ne ferait qu'une minute. Voilà. Hein, donc. La classique. Non, je pars du côté consommateur. Hein. Comment se prémunir des arnaques. Donc, la classique, c'est sur la carte CIB ou Dahabia Ta'ak, recto verso. On va vous envoyer un SMS, un code, refilez-moi le code et voilà. Donc, alors qu'on comprenne bien. J'achète un produit, quel que soit ce qui me plaît. Généralement, c'est sur Facebook, c'est le réseau social où ce genre d'arnaques sont les plus répandues. Exactement. La personne, l'inconnu, le vendeur sur lequel je n'ai absolument aucune information. Ça peut être un pseudo, ça peut être une photo de profil de Rose, une photo générée par intelligence artificielle, me demande des informations. Parmi ces informations, on me demande très souvent la photocopie recto verso de la carte Dahabia, de votre carte de paiement, et surtout le code. Exactement. En fait, l'appel est simple. Hein. C'est-à-dire, on va prendre un climatiseur qui coûte 70 000 dinars. D'accord. On vous le propose à 40 000 dinars promotion. Ça se passe jamais. Hein. Donc à 40 000 dinars, il y a une anguille sous roche. Hein. Et Riles va nous expliquer tout à l'heure, parce que ça, c'est un mécanisme dans le cerveau qu'utilisent énormément les hackers, justement, pour prédire les différents types de comportements. Exact. Donc, moralité, si c'est trop beau, méfiez-vous. Exactement. Il joue sur la rareté et le timing. C'est-à-dire que vite, vous devez profiter de la remise, de la promo avant expiration qui va se terminer demain. Les fameux Kemmiya Mahdouda. Exactement, Kemmiya Mahdouda. Donc, dès que vous trouvez qu'un produit, le prix il est trop beau pour être vrai, trop beau pour être vrai. Donc il y a anguille sous roche. Après, ça se passe généralement sur Messenger. C'est des discussions, c'est pas sur des sites web. Hein. Parce que généralement ceux qui proposent des sites web. En fait, le hameçonnage se fait sur un réseau social, c'est surtout Facebook. Voilà, c'est ce que les études montrent. Exactement. Mais évidemment, ça se poursuit la conversation sur d'autres. Exactement. Après, on vous demande comme on a 3 pièces, 4 pièces, premier arrivé, premier servi. Donc, on vous met une espèce de pression psychologique. Exactement. Donc après, si vous voulez l'acheter maintenant, vous devez au moins verser 50%. Donc, le climatiseur il est à 70 000, promo 40 000 dinars, vous versez au moins 50% pour les réserver. Alors ça joue, c'est intéressant sociologiquement, parce que ça joue sur la culture du harboun que nous avons nous-mêmes dans notre société, intériorisée depuis en fait des millénaires. Voilà. Et après, pour vous sécuriser et tout, il y a 50% maintenant, 50% la livraison. D'accord.
Donc, vous assurez. Exactement, il faut la livraison. Donc, vous versez comment se passe le versement? Vous prenez une photo recto verso, la carte d'Ahabia, la CIB. Il faut savoir qu'il y a 17 millions de cartes en Algérie en ce moment. Donc, presque tout le monde a une carte. Exactement. Donc, vous versez enfin, vous prenez en photo AK. Ok, merci. Vous allez recevoir un code, s'il vous plaît. Dès que vous recevez le code, vous me refilez. Et voilà. Vous venez de vous faire arnaquer devant le dinar. Après, il vous bloque carrément. Alors, Rilas, comment on appelle justement cette première arnaque? En fait, du point de vue du spécialiste en cybersécurité. Exactement. En fait, une arnaque sur Internet, c'est considéré comme une attaque informatique. Donc, ça utilise juste en fait des biais cognitifs. Les fameux biais cognitifs. Exactement. C'est ce qui se passe dans le cerveau qui vous pousse à réagir d'une certaine manière face à un certain type de stimuli. Parfait. Et là, on parle de social engineering. C'est des techniques, en fait. Ils étudient donc un petit peu le contexte actuel de la société, c'est quoi les tendances, etc. Et quelques risques derrière, quelques mécanismes de rassurance, etc. Et ils déploient une attaque. Là, pour le coup, on a réassuré voilà. on va dire le pigeon. On a réassuré le pigeon exactement. En lui disant que la deuxième partie du versement se ferait à la livraison. Exactement. Voilà. C'est l'été. Il y a un besoin de clim, etc. Et ils utilisent tous et on va dire tous ces la saisonnalité. Exactement. En tout cas, pratiquement on est ça va être des réfrigérateurs, des micro-ondes, des fours. Exactement. Je peux vous donner même un exemple. En fait, c'est quelqu'un de mon entourage, donc Saratlo une arnaque. Et en fait, c'était le boom du Bitcoin. On va dire, voilà. Ils ont profité de ça et ils disaient voilà, je vends de l'USDT, qui est une monnaie, de la crypto-monnaie, à un prix imbattable. Donc, et là, à ce moment-là, il y a beaucoup de demandes. Ce qui est déjà interdit en Algérie. Voilà, ce qui est déjà interdit, en fait. Faut bien mentionner le fait que c'est interdit. Quand c'est interdit, le gars, il a acheté plus de 200 000 dinars. Donc, virement, directement. Est-ce qu'il peut aller porter plainte? C'est quelque chose d'interdit. Absolument. Voilà. Et est-ce qu'il va aller, il sera piégé. Exactement, il sera piégé, même, double piégé. Et c'est là, ces biais cognitifs et ces situations, donc, elles sont étudiées par, donc, les arnaqueurs à Douma, pour manipuler, ou gagner de l'argent et monnayer leurs attaques. Comment expliquer le fait que ça fonctionne, en fait? Parce que vous avez une plateforme qui s'appelle Facebook, qui est quasiment intouchable. C'est-à-dire que pour faire une réclamation, pour dénoncer une page qui a fait une publicité qui vous a ciblé, vous êtes obligé d'écrire à Facebook, qui va faire un traitement, et ça va prendre du temps. Et donc, c'est parce que, comme beaucoup de pays, on dépend d'une plateforme sur laquelle on n'a aucune prise. Et donc, on n'a pas la possibilité de réagir rapidement à une arnaque quand elle passe par les réseaux sociaux. Et ça, c'est un premier sujet. C'est-à-dire que la plupart des arnaques, ce sont des pages sur Facebook. Quand vous avez un site de e-commerce avec un registre de commerce, une entreprise domiciliée, si jamais vous avez un problème, vous pouvez faire un recours. L'entreprise est basée en Algérie. Vous avez il y a une traçabilité. Et puis il y a des recours parce que il y a une juridiction. Mais quand vous avez une page qui est sur Facebook, il n'y a aucune juridiction. Et vous n'avez aucune possibilité d'identifier la personne qui est derrière. Donc le problème numéro 1, c'est cette espèce de plateforme universelle qui est partout et nulle part, sur laquelle personne n'a la main, qui ne dépend d'aucune juridiction, et dans laquelle tout le monde fait à peu près ce qu'il veut. Alors évidemment, il y a des tentatives de l'Union européenne notamment, des tentatives aux USA pour essayer d'assujettir tous ces GAFA à se conformer aux lois du pays. Ça veut dire que c'est pas gagné, c'est David contre Goliath quelque part. C'est des procédures qui prennent 10 ans, 15 ans. Je peux témoigner à mon tour d'une tentative d'arnaque, cette fois sur LinkedIn, et pour dire à quel point ça s'adapte, et ça s'adresse aussi... Tu as parlé de social engineering, c'est absolument terrifiant. Sur LinkedIn, je reçois une demande d'amis d'un gars qui est certifié LinkedIn, la totale, qui donne accès à une plateforme de e-learning pour les journalistes. Moi, je me dis, oui, data analyst, etc., ça m'intéresse. Why not? Petite formation gratuite. On nous demande de nous inscrire, donc c'est un formulaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Après, première puce à l'oreille, on nous demande de nous filmer pour soi-disant entraîner l'IA de la plateforme en question. Je me dis, de toute façon, il y a des vidéos de moi, il y a des enregistrements de moi partout. Je ne vais rien donner à la machine que la machine ne peut pas déjà avoir. Donc je m'enregistre et tout. La deuxième arnaque, là, ça devient des demandes d'informations hyper précises. C'est-à-dire,
le numéro de mon passeport, c'est-à-dire mon numéro national d'identité, ça devient hyper précis comme demande. Et là, je me dis, aucun formateur dans l'univers n'a besoin de connaître mon numéro de passeport. Et c'est là où j'ai levé le pied, où j'ai compris que c'était une arnaque. Mais elle était excellemment bien faite. Et le jargon utilisé était un jargon qui s'adressait aux journalistes. C'est là où, justement, on va en parler, le rôle maléfique de l'intelligence artificielle pour ce type d'arnaque est absolument terrifiant, Sayan. Tout à fait. Hein. Donc, je crois, ils vont utiliser le jargon pour nous rassurer, pour nous mettre dans une zone de confort, et après pour absorber les informations et nous faire, nous arnaquer tout simplement. Hein. Après, le moment où on découvre qu'on s'est fait arnaquer, généralement, soit on se tait, parce qu'on a honte. Parce qu'on a honte. Voilà, justement. Soit on a honte, soit c'est rare de se déplacer, que les gens puissent se déplacer au commissariat pour déposer plainte. Sachant qu'il y a une cellule de cybersécurité. Tout à fait. Donc voilà, qui sont très actifs, qui sont, voilà. On en parlait dans l'émission d'hier, effectivement. Voilà. Soit la gendarmerie, la police, mais. Donc, amis auditeurs, n'hésitez pas à aller porter plainte systématiquement, même si c'est des sommes modiques, même si c'est, on va se dire, pour 4000 balles. Non, il faut y aller pour le principe. Au final, ils sont très efficaces et il y a eu, encore une fois, des arnaqueurs sur lesquels on a enquêté et qui ont fini en prison, qui ont été jugés, etc. Et la tendance ces dernières semaines, c'est l'anniversaire Alors, à la poste. Alors là, exactement. Donc c'est bon parce que la reconfiguration de la poste, il y a 20 ans de cela, elle s'est divisée en Algérie Télécom et la poste. Oui. Donc ils viennent de fêter, je crois, les 20 ans. Joyeux anniversaire. Voilà, les 20 ans, t'as la poste. Et du coup, il y a une multitude de pages qui sont en train de sponsoriser et se font passer pour... Soit c'est une poste à la poste, 20 ans de BRIDAK. Bon. Et c'est quoi le modus operandi? À l'occasion des 20 ans, t'as la poste, voilà. On a organisé un concours et voilà, vous allez gagner temps, vous allez gagner Umrah, vous allez Ramadan. Vous allez gagner Umrah, vous allez gagner un pack d'électroménager, vous allez gagner. Après, je me suis fait passer pour un client incrédule. On sent qu'il y a du temps libre. Après l'algorithme à Facebook, dès qu'on s'intéresse à... Il nous propose 36 000 publications similaires. Les gars, les concurrents, c'est des gars qui les arnaqueurs, qui ont une multitude de pages qui s'appellent la Poste.dz, la Berid El Jazair, et tout. Et donc, l'arnaqueur discute avec nous sur Messagerie et essaie de nous soutirer des informations. C'est pas des informations. Vous avez gagné Umrah, vous avez gagné pour profiter, pour pouvoir profiter de ce cadeau. Il faut que vous soyez client de la Poste. Voilà. Envoyez-nous, d'accord. Vous devez être client. Montrez-nous que vous avez une carte d'Habia, recto verso. Après, vous nous envoyez voilà. C'est à la fois simple et diabolique. Alors vous, justement, de l'autre côté, j'allais dire du miroir, en tant que site de e-commerce, spécialiste de la question, comment est-ce que vous abordez ces arnaques qui sont évidemment mauvaises pour votre business et comment est-ce que vous arrivez à faire de la pédagogie envers vos clients sans que ça devienne moralisateur ou intrusif? Nassim. Alors, ça se répercute déjà sur le comportement du client, puisque le marché étant dominé de manière écrasante par la vente en ligne sur les pages Facebook. D'accord. Quasiment on est sur du 90-10, hein. Pour pas dire 80. Carrément. Ouais, pour pas dire 95-5. Donc le client a été entre guillemets éduqué sur le modèle de relation client avec les pages Facebook. C'est-à-dire, je vois un produit, j'ai un numéro de téléphone sur la page, j'appelle et je lui dis clé une pointure 42. Il envoie, je la reçois, je l'essaye, et puis si c'est bon, voilà. Donc nous, on a des clients qui sont entre guillemets formatés comme ça, et donc ils n'ont pas l'habitude d'avoir un interlocuteur qui est un vrai site de e-commerce où il faut passer une commande. Il faut savoir par exemple que nous, pratiquement 50% de nos commandes passent par Messenger. C'est-à-dire c'est le client ne veut même pas entendre parler de remplir un formulaire de commande sur le site. Ah oui, hein. Le client, il envoie une demande sur Messenger, il dit j'ai vu une pub, clé 42. Et au début, ce qu'on faisait, c'est que le service client disait, voilà le lien, passez la commande. Et on en perdait 9 sur 10. Ah, il passait pas à l'action. Non. Donc maintenant, on l'a changé, on a adapté, et puis maintenant, le service client lui dit, je vais passer la commande pour vous. C'est quand même spécial. Et on a le deuxième sujet qui est quand ils se présentent au point relais pour récupérer leur colis ou quand le livreur il arrive, ils veulent ouvrir le colis.
parce qu'ils n'ont pas confiance. Et nous, on ne peut pas ouvrir le colis. Le client, il reçoit un colis fermé avec une facture, un bon de livraison à l'intérieur. S'il a un problème, il fait une réclamation, il expédie le colis, on le change. Mais on a interdiction. D'ailleurs, de plus en plus dans les sociétés privées d'envoi de colis, il y a une affiche énorme. Nous ne pouvons pas ouvrir les colis de telle ou telle enseigne qu'on ne va pas citer. Effectivement. Et donc, une fois sur deux, le client vous dit, si j'ouvre pas le colis, je le prends pas. Et donc, du coup, ça a un impact sur le business. C'est-à-dire que, en termes de perte de commandes dans les comportements clients qui ont été, entre guillemets, pervertis par ce mode de fonctionnement, on essaye, nous, de nous adapter en faisant preuve de pédagogie. On a même essayé de mettre en place sur la partie ouverture de colis. Maintenant, on a mis en place un système de franchise. C'est-à-dire que le client, s'il veut ouvrir le colis, il paye les frais de livraison. Après, il ouvre le colis s'il veut, mais ils ne sont pas remboursés. D'accord, donc l'option existe. Voilà, mais on a été obligé de la mettre en place. Rémunérer le livreur. Voilà. Comme ça, nous, on ne paie rien, mais on a été obligé de mettre ça en place, au moins pour pas perdre le client sur un coup de tête, parce que s'il ouvre pas le colis, il le prend pas. Alors, à leur décharge, effectivement, très souvent, les arnaques au colis, par exemple, c'est légion. Hein, il existe des pages Facebook qui recensent ça, avec des centaines de milliers de membres. Il suffit juste de scroller pour voir qu'il y en a des centaines au quotidien. J'ai commandé telle robe, finalement, elle ressemble à rien. J'ai demandé du 36, on me donne du 48. C'est-à-dire, c'est pas une erreur d'une ou deux tailles, c'est carrément autre chose, etc. Donc, limite, je peux tout à fait comprendre la réticence et la résistance du client potentiel. Merci. Absolument, parce que c'est la loi de la majorité. Donc tant que la majorité du marché est dominée par ce type de pratique, ceux qui travaillent normalement seront toujours obligés de s'adapter à la loi du marché. Les bons payent pour les mauvais. Voilà, donc la problématique, c'est d'essayer de rééquilibrer le marché. Il va se rééquilibrer de manière progressive, parce que le système, le marché du e-commerce fonctionne par couches successives, comme la tech en général. Donc, on est en train de vivre ce qu'ont vécu d'autres pays il y a 20 ans dans la structuration du e-commerce. Il va y avoir un effet de concentration, il va y avoir un effet et puis surtout aussi, les pouvoirs publics vont mettre en place un certain nombre d'outils progressivement. Vous avez en matière de protection du consommateur. Exactement. Donc, de plus en plus, la marge de manœuvre va se réduire pour ces gens-là, et de plus en plus, les gens qui travaillent normalement vont avoir plus de latitude. Très bien. Rilas, d'autres types d'arnaques, notamment en Algérie, quels sont les plus répandus sur Internet? En fait, il y a beaucoup de types d'arnaques. On remarque que y a une innovation en fait dans ce sens. Il y a exactement, il y a une innovation, il y a ijtihad en fait, on va dire le domaine, c'est incroyable, hein, vraiment créativité. Une créativité incroyable. Il y a des gens qui se font passer par, on va dire, des soldats qui sont quelque part en Irak ou autre, qui vont faire des campagnes de mailing assez ciblées et dire que voilà, j'ai une fortune, je te la laisse. Donc ça existe, c'est ancien, oui, mais c'est les fameux princes. Voilà, exactement. Nigériens, voilà. C'est incroyable en fait. Mais actuellement, l'arnaque qui a fait pratiquement le tour du monde, c'est le monsieur qui s'est fait passer pour Brad Pitt. Brad Pitt, oui. Voilà, qui a arnaqué une pauvre dame dans l'Hexagone. 800 000 euros. 800 000 euros, oui, 800 000 euros. Donc, mais le côté triste aussi de cette arnaque, outre évidemment la fraude financière, c'est la réaction des gens. C'est-à-dire, au lieu d'être solidaire avec la victime est devenue elle-même sur Internet. Oui. Et donc, double pénalité. Exactement. Terrible. Exactement. Et actuellement, pourquoi c'est en train de s'accentuer? Vous avez mentionné tous les trois un point très pertinent, l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux. Oui. En fait, les réseaux sociaux actuellement, on a le sponsoring ciblé. Donc, l'algorithme de Facebook, il pourra atteindre une personne très spécifique. En fait, on va dire, voilà, il y a des clients qui sont méfiants. Même le colis, il doit l'ouvrir. Mais quand même, il tombe dans des pièges pareils. Qui fâche? Comment ils tombent dans ces pièges? Justement, en fait, parce qu'avec l'algorithme de Facebook, on peut cibler vraiment un client potentiel, les haïchli. Et c'est utilisé par à 5 euros de sponsoring, on atteint quelques milliers de personnes qui sont très intéressées. En fait, c'est simple. C'est que tu sponsorises, t'as une trentaine, la cinquantaine de victimes. Ce que tu fais sur Facebook, le call-like, c'est-à-dire que audience similaire. Tu vas recibler parce que une personne qui est victime, ils ont pratiquement les mêmes centres d'intérêt, soit au niveau d'études, soit au niveau, c'est-à-dire qu'ils sont pas francophones, arabophones, c'est-à-dire qu'ils ont des centres d'intérêt. Voilà. Ils ont des centres d'intérêt. Ce qu'on fait, c'est qu'on injecte sur Facebook
la base de données t'as les 50 victimes et on leur demande une audience similaire. Voilà. Donc il y a aussi ciblé les personnes qui ressemblent à C'est-à-dire pour avoir une que nouvelle le victime. réseau social est en train de me proposer Exactement. le même profil psychologique que des victimes que j'ai déjà arnaquées. C'est des clients Pour potentiels. un sponsoring modique. Des clients potentiels. Exactement. C'est Et de flippant, deux, ça fait peur. Et de deux, il y a un point, c'est l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, bon, avant, on faisait ça manuellement. Donc, on écrivait des textes, on mettait des pages, etc. Actuellement, c'est industrialisé. C'est vraiment industrialisé. À l'époque, donc, pour coder, on va dire, un malware, ça nous prenait 1 semaine, 2 semaines pour un expert, pour avoir quelque chose de bien. Actuellement, ça prend 2 heures. Ça sent le vécu, hein. Ouais, ça sent le vécu, oui. Mais actuellement, ça prend 2 heures. 2 heures avec ChatGPT. 2 heures pour un malware. Un bon malware, exactement. Mais, Un code, ouais. exactement. Alors là, pour une page, qui m'a coûté le mobile par rapport à l'attaque que vous avez Elle était Voilà. franchement, Ouais. j'ai été bluffé, hein, vraiment. Voilà. Donc, on a, Parce que pour connaître le vocabulaire du journaliste qu'on utilise à Binatna, c'est c'est pas voilà. évident, oui. Mais avec l'intelligence artificielle, plus les algorithmes de sponsoring. Ils ont démocratisé le. Voilà, exactement. Allez, messieurs, on fait une petite pause. C'est pas une arnaque pour le coup, mais on revient juste après. Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Agent 3. Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, assisté de Hakim Ben Moussa derrière la vitre. On continue notre passionnante conversation autour des arnaques du e-commerce avec Selim Beja, Nessim Kertouj et bien évidemment Riles Mahleb. On va s'intéresser à un sujet d'actualité, en l'occurrence les cyberattaques sur les sites de e-commerce. Ça devient de plus en plus répandu dans notre pays, Nessim. Effectivement, je peux vous en parler parce qu'actuellement on est victime depuis 2 mois de cyberattaques sur notre site. Mais oui, la plupart des sites de e-commerce algériens sont victimes de cyberattaques parce que d'abord ils sont pas souvent bien sécurisés. Parce que souvent on a utilisé des plateformes préconfigurées pour aller vite. Et il n'y a pas eu beaucoup d'investissement sur la partie tech et sur la partie sécurité. Donc c'est des proies faciles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des attaques de cybersécurité qui émanent du territoire national. Ce sont des attaques qui viennent de l'extérieur, souvent de pays d'Asie, qui ont pour objectif non pas de voler des données, etc., parce que les données ne les intéressent pas plus que ça, mais souvent pour mettre la main sur le serveur et utiliser les ressources du serveur, soit pour détourner le trafic du serveur pour qu'il le revende à d'autres sites qui cherchent à avoir du trafic, soit pour miner de la crypto-monnaie et utiliser les ressources du serveur pour miner. Et donc vous en rendez pas compte en fait. C'est-à-dire que votre serveur, le site reste fonctionnel, il est un peu plus lent. Plus lent que d'habitude. Voilà, mais si vous mettez pas le nez dedans, vous pouvez pas le savoir. Sauf de temps en temps, des fois, quand ils vont un peu trop loin, la page, elle change, ou vous voyez que sur Google Console, vous avez changé le responsable de votre nom de domaine, c'est plus vous. Je vois Ça, beaucoup c'est aussi la crise cardiaque assurée. Et vous avez pas la main pour le changer, il faut appeler Google pour leur expliquer, etc. Donc vous avez, mais là où on va aller de plus en plus, c'est sur la partie données, parce que plus le e-payment va se démocratiser, plus demain vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va payer un Pakistanais ou un Indien pour quelques centaines de dollars pour recevoir un fichier de carte CIB d'Ahabia. Alors Rilas, explique-nous ce mécanisme. Comment c'est effectué en fait cette attaque, cette cyberattaque? En fait, en termes simples évidemment pour les auditeurs de l'émission. Justement. Avant ça, en fait, je vais parler un petit peu de la chaîne d'attaque. En fait, ça a été déjà dessiné auparavant par des experts de cybersécurité. Une attaque, elle a toujours un objectif derrière. Et pour atteindre l'objectif, il faut en fait suivre un mécanisme ou bien un chemin assez spécifique. La première étape, c'est un petit peu l'étape de l'énumération. C'est-à-dire l'attaquant, il va essayer de découvrir en fait ce qui l'intéresse, les cibles qui l'intéressent, les sites ou les technologies. Notamment quand on parle de CMS tout à l'heure, effectivement, donc c'est très ciblé par les attaquants. Donc واش يديروا هو حيسكرابي في الويب حيلقى كامل les sites WordPress, les sites Joomla, etc. C'est plus vulnérable. Je vais me focuser sur une centaine de milliers de ces sites web. Je serai, on va dire, à 10% de réussite d'exploitation. Je suis déjà bien. Donc déjà, ça commence ainsi, par une phase d'énumération. Une fois il y a la phase d'énumération, il y a ce qu'on appelle la préparation de l'exploitation, la préparation à l'exploitation. En fait, déjà, il y a préparation à l'exploitation, c'est-à-dire. Oui, justement, ça c'est une étape. En fait, quand il y a une énumération qui a été faite, on a reconnu un petit peu notre cible, à la bonne à quoi on va s'attaquer.
il faut une manière avec laquelle on va s'introduire dans le serveur en question. Et il y a plusieurs types, il y a plusieurs moyens. Premièrement, peut-être une vulnérabilité au niveau de l'applicatif, une vulnérabilité commune à un CMS assez spécifique, des ports ou une configuration assez basique sur le serveur, une mauvaise implémentation de certaines API. Donc tout ça, en fait, ils le comprennent, ils le prennent en considération, et ils le prennent en considération d'une manière très automatisée. C'est-à-dire, il y a même des fois, on trouve des messages après des attaques par ransomware, on trouve, c'est pas personnel en fait, c'est pas ciblé, c'est une attaque en masse. C'est-à-dire, ils font des attaques en masse sur Internet. Donc ils ratissent, gros, ils ratissent large, et quand ils tombent sur un site qui a une vulnérabilité assez spécifique qu'ils cherchent, voilà. C'est comme quand je vais vous dire, est-ce que vous pouvez deviner le mot de passe d'une personne? C'est pas très possible. Mais quand je vous dis, vous avez une centaine de milliers de personnes, est-ce que vous pouvez deviner un mot de passe qui a été utilisé? Le fameux 1, 2, 3, 4, 5. Exactement. Et sûrement, il y a une personne parmi les centaines de milliers qui a utilisé avec le mot de passe. C'est pareil, en fait. C'est comme ça qu'ils chassent. Et à ce moment-là, donc... d'où l'importance de changer ces mots de passe. Exactement, d'où l'importance d'avoir une politique de gestion de mots de passe. Et derrière, une fois l'accès a été fait, donc il y a l'action et passation à l'objectif. Il passe à l'objectif. Quand je dis il passe à l'objectif, en fait, il faut comprendre que ça doit toujours être converti en quelque chose de monnayable pour les attaquants. Donc ils doivent toujours gagner de l'argent derrière. Ce qui est sûr, le territoire national, ils arrivent pas trop à exploiter les données. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent la ressource. Ils redirigent le trafic, le serveur. Ils font beaucoup d'attaques par rebond. On le voit beaucoup dans les investigations de Tawana. Quelques services, donc, qui sont Tawana, ils sont pas exposés à l'étranger. Et ils arrivent pas à y accéder. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en fait des attaques par rebond. Ils installent une sorte de VPN, donc au sein de notre VPS. La fameuse bande du billard. Exactement. Et ça passe à travers notre trafic. Donc on voit beaucoup d'investigations, on fait beaucoup d'investigations, on sort avec des rapports où une institution légitime, elle est en train de faire des attaques sur une autre institution. C'est pas normal. Il faut faire une autre investigation à ce niveau-là. Parce qu'il y a des attaques par rebond. Ils se sont fait voler leur VPS et ils commencent à faire des attaques par rebond. C'est, par exemple, un des types d'attaques qu'on peut voir, mais les données, elles sont cruciales. Donc, notamment un site web. Actuellement, ce qui est bien, donc les sites e-commerce, c'est qu'on passe tous par les API, la SATIM, etc. Voilà, exactement. Donc, elle nous assure toute cette partie. Mais sinon, si on garde certaines informations du client, etc., dans le site, ça quand même compose la donnée, ça représente beaucoup d'informations et qui peuvent être monnayables ainsi par la suite. Salut. Il y a une autre variante tout à l'heure on parlait des consommateurs. Ouais. Maintenant on va parler des e-commerçants. Mis à part le site web qui m'a le cas t'as Nassim, en tant qu'administrateur de page Facebook, on reçoit beaucoup de phishing. Exactement. Beaucoup de phishing. Alors on va expliquer à nos auditeurs justement ce qu'est le phishing en question. Ça vient de fiche. D'accord. Donc c'est un hameçon. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc il faut savoir que le clair de nos publicités, de nos interactions et des commandes se passe sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok. Très bien. Donc, les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous envoyer, ils se font passer pour Meta, Facebook, Instagram. Bonjour, nous sommes le support de Facebook. On a vu que vous avez un mauvais comportement sur Facebook et nous avons décidé de bannir votre page. Ça, c'est le bâton, mais il y a aussi la carotte de la pastille bleue. C'est la grande mode aussi. Vous êtes éligible pour avoir la certification de votre compte, la pastille bleue, donc voilà, suivez le processus. Il t'envoie un lien. D'ailleurs, le lien attaque, il est bizarre. Il n'y a ni Facebook.com, ni Instagram. Enfin, il est bizarre pour un œil averti. Mais pour monsieur tout le monde, c'est juste un lien. Voilà. Donc, déjà, le lien attaque, il est bizarre parce que fait bizarre. Justement. Je pense que c'est la première fois que ce mot est prononcé sur les ondes d'une radio. Voilà. Donc, après, on te demande de cliquer dessus. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est qu'ils vont exploiter la page Facebook et après ils vont demander une rançon derrière. Donc ils vont carrément changer le mot de passe et tout. Surtout si c'était un natural growth, c'est-à-dire que le gars il a mis 2-3 ans pour avoir ses 100 000, ses 200 000 abonnés. Ça représente du temps, de l'énergie, de l'argent et. Donc le conseil que je donne, vérifiez toujours le lien. C'est-à-dire que derrière, si c'est Facebook, d'ailleurs Facebook ne contacte jamais les administrateurs via la page. Oui, tout à fait. L'administrateur. C'est des notifications. Donc, via l'interface exactement. Du réseau social. Exactement. Donc, c'est une notification. Ils ne contactent pas via messagerie.
De un. De deux, si jamais, parce qu'il n'y a pas que le truc à Facebook. À un moment donné, il y avait un hypermarché qui était Tanik pour les 20 ans, qui m'a pour les 20 ans, alors, ou là, une compagnie aérienne algérienne, Ouais. D'accord? Oui. Pour les 20 ans, On l'a vu vous passer, avez oui. gagné Dakar. Pour récupérer votre cadeau, veuillez cliquer sur le lien. Donc, et là, c'est Air Algérie. Forcément, le lien est www.ralgérie.dz/concours, Le domaine participation. certifié, oui. Il faut toujours vérifier le nom de domaine. Et le fameux Ah oui. HTTPS avec le S à la fin. Bien sûr. Et Très bien. Comment est-ce qu'on arrive à implémenter justement cette culture, non pas de la méfiance, mais de la prudence? On s'y prend comment pour discuter avec vos clients potentiels? Sans leur faire peur, parce qu'encore une fois, le e-commerce, c'est quelque chose de formidable, c'est l'avenir du secteur. Le but, c'est pas de faire peur aux gens, c'est juste de leur expliquer que, voilà, comme dans la vie de tous les jours, vous laissez pas votre téléphone lorsque vous êtes au restaurant, vous le laissez pas en terrasse. C'est le même genre de précaution qu'il faut avoir dans le monde virtuel. Nassim. Il faut, alors, ce qui est impératif déjà, c'est que il y ait des outils basiques au niveau des pouvoirs publics qui soient mis en place. D'accord? Je vous donne un exemple très simple. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, la partie la plus efficace, qui est très basique, c'est un numéro SMS de 3 chiffres ou 4 chiffres. Dès que vous recevez un SMS suspect de phishing, etc., vous transférez ce SMS au numéro shortcode avec le texte du SMS, heure de réception du SMS et D'ailleurs, numéro j'en ai expéditeur. un là maintenant en direct. Voilà. Et numéro expéditeur. Alors, on Et va nous le lire. On va nous le lire écoute. sans citer évidemment l'arnaque. Alors, c'est extraordinaire. Vous pouvez checker le timing. Incroyable. Alors, اشترك في certaines sommes d'argent. تابع على هاتفك البث المباشر. طف. Et voici le fameux lien sur Ouais. lequel cliquer. Exactement. Voilà. Voilà. Ça, c'est typique, justement, du phishing dont tu nous expliquais le fonctionnement. Exactement. Et il faudrait avoir la possibilité immédiatement de renvoyer ce message à un numéro SMS d'investigation. Pour l'instant, c'est pas possible. Avec le numéro Mais expéditeur. on peut quand même prendre ce SMS, se déplacer physiquement Voilà. au commissariat le plus proche, ou tout simplement le faire remonter à l'opérateur. Mais ça reste des initiatives individuelles, j'allais dire. Justement, ce qu'il vient de dire Nassim, c'est que il faut je fluidifier au lieu de me déplacer tout, alors ne pas signaler en ligne. C'est vrai. Est-ce que techniquement c'est compliqué à faire? Non, c'est un numéro SMS en Pour 4 chiffres. forwarder, En 4 chiffres, vous envoyez, et puis après vous mettez en place une machine avec l'IA. Maintenant, ça se traite très vite. Oui. Il détecte les sites. Mais ces outils-là vont devenir de plus en plus indispensables parce que la masse va augmenter. La masse va augmenter et statistiquement, le nombre de victimes va Fatalement. augmenter. Donc il faut aussi qu'on puisse avoir la mise en place d'un certain nombre d'outils. Après, sur la pédagogie, aussi faire des campagnes pour expliquer aux gens que quand ils reçoivent un SMS suspect, il faut l'envoyer, il faut le signaler, etc. Mais ça reste encore, pour l'éducation et la pédagogie, on reste encore sur des outils très traditionnels. C'est-à-dire l'éducation, la pédagogie, et puis la possibilité de manière très efficace avec son téléphone, sans avoir besoin d'avoir la data, l'accès au site web, etc., de pouvoir signaler. Est-ce que, c'est une question faussement naïve, est-ce que faire appel aux influenceurs, par exemple, est-ce que ce serait une bonne solution? Ben oui, bien sûr. Hein. Alors pour moi, parce qu'ils vont vulgariser quand même. Ils vont vulgariser. C'est pas leur rôle. C'est pas le rôle, ça, là, on parle Non, de parce la que pédagogie. c'est pas leur rôle, c'est tout à fait recevable. C'est de la Mais pédagogie. là, on a atteint, j'allais dire, les limites de la prévention traditionnelle, c'est-à-dire avec les médias lourds que nous sommes, avec l'affichage, etc. Justement, il y a une anti-campagne par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une anti-campagne qui a été entreprise par une page influente, 1001 Tech, déjà 1 million d'abonnés. Donc ça part que de nouvelles technologies et tout. Donc هما راهم يديروا لكم يقولوا يا جماعه ما تصوروش ما تبعتوش الكود تاعكم. Ouais, bah Voilà. ça c'est tout à l'heure. Ça c'est de la tout à leur vulgarisation. honneur, effectivement. C'est de la vulgarisation parce que là, je te parle tout à l'heure Nassim parlait de pédagogie. نحكي لك un cas. Il y a 56 ans de cela, je travaillais dans une société. Il y a 56 ans de ça. Exactement. Tu es si vieux que ça, c'est Bah oui. tu es bien conservé. Donc, je travaillais dans une société, le responsable marketing digital, Zamal, le gars tech dans l'entreprise, c'était moi. Je suis censé Les pauvres. être. Hein? Les pauvres. Voilà. Je suis censé être Zamal le plus connecté, le plus high-tech de l'équipe AK. Je reçois. J'ai fait un test D'accord. d'une vingtaine de questions pour dire est-ce qu'on est vulnérable ou non. On parle de la pédagogie. Hein. Zama Anaya, j'ai eu une note de 4 sur
on va dire 4 sur 10 ou là. 4 sur 10. Imagine mes collègues. Ah, mais clairement. Imagine mes collègues. C'est un test de vulnérabilité. Exactement. Voilà. Donc, même, c'est la pédagogie et on revient toujours parce qu'il y a toujours une nouvelle masse qui arrive sur les réseaux sociaux, sur le net. Ils se font arnaquer. Autre chose, et on en avait parlé en off tout à l'heure avec Grilles, le type de piratage est très différent que, j'allais dire, à l'époque. À l'époque, c'était généralement un adolescent dans son garage qui se lançait comme ça à l'assaut de la malveillance. Là, c'est beaucoup plus organisé. Exactement. On a tous en tête les fameuses usines chinoises ou russes avec des milliers de téléphones sur les murs et des attaques. C'est vraiment un business lourd avec une organisation, une hiérarchie, des plans de bataille. C'est vraiment similaire à... C'est une armée, hein. C'est une armée numérique. C'est une guerre cybernétique. C'est ce qu'on appelle APT, en fait, Advanced Persistent Threat. Les APT, ils sont identifiés par groupe, donc les APT 41, 12, 90, etc. Chaque APT, il est associé soit, on va dire, à un État, soit à un pays, ou à une idéologie, etc. Voilà. Et ils ont, on va dire, des objectifs différents. Principalement, donc, si je peux rebondir sur le message que tu viens de recevoir, Reda, si tu l'as reçu, c'est que ton numéro, il a été... On va faire une capture d'écran et on va le mettre sur la page Facebook de l'émission médiatique. Évidemment, on ne va pas mettre le lien en question. Ok, très bien. Donc, le message en question, s'il est parvenu à tel index, c'est que ton numéro, il a figuré quelque part. Donc, voilà. Parce que le démarchage direct via SMS, il est interdit actuellement en Algérie par la 1807. Il faut avoir votre consentement. Donc, il y a votre que je n'ai bien évidemment jamais donné. Exactement. Et que vous l'avez jamais donné. Donc, tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà des groupes qui sont spécialisés. Des groupes qui sont spécialisés dans la collecte d'informations et d'identifiants. Et il y a d'autres groupes qui sont spécialisés dans le déploiement et le delivery de ces types de messages. Donc, et de ces pages phishing. Exactement. Donc, Huma, ils bia'ou les données à l'autre groupe. Donc, c'est leur client. Exactement, c'est du business. Et c'est très organisé. Ça recrute, ça vire, il y a une hiérarchie à l'intérieur et il y a une idéologie du groupe et ainsi il y a même un business plan par région. Donc si ça cible l'Afrique par exemple ou bien la région interne actuellement, ben ça va pas avoir les mêmes, on va dire les mêmes techniques ou là les mêmes approches que notre contexte. D'ailleurs, très souvent, quand je commande sur Facebook et quand on voit un brouteur qui essaie de nous parler, c'est leur nom, hein, c'est le surnom de... Très souvent, je leur dis, je suis algérien, voilà. Exactement. Qui a plutôt un nom à consonance européenne ou autre, parce que même si tu arrives à me pirater mon compte bancaire, bah, tu vas être déçu, hein, donc, voilà. Admettons que j'ai été assez bête pour cliquer sur le lien de mon SMS. Oui. Quel est le processus que le professionnel de la cybersécurité que tu es, comment tu fais? C'est-à-dire pour essayer maintenant d'enrayer la machine. Très bien. Bon, de notre côté, en fait, on fait ce qu'on appelle, on en avait parlé déjà précédemment, en fait, on va pouvoir investiguer. Parce que ça, en fait, c'est un indicateur donc de compromission ou un indicateur d'attaque. Il y a une attaque qui se passe quelque part. L'attaque, elle cible quoi? Elle cible, c'est quoi son objectif? On doit le déterminer d'une certaine manière pour pouvoir déjà lancer une campagne de sensibilisation à travers. Il va avoir accès à mon téléphone, à mes réseaux sociaux. Voilà, on il peut faut pas savoir. définir. Exactement, voilà, exactement. Il faut définir en fait la suite de l'attaque. En fait, l'attaque, elle va suivre quelques étapes pour atteindre son objectif. Et on va essayer de comprendre chaque étape de cette attaque. Principalement, donc, ça utilise du SMS, donc c'est du smishing techniquement. C'est comme le phishing, mais par SMS. Voilà. Et puis il y a un lien. Le lien, est-ce que c'est une page Facebook? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ça vous oriente vers un proxy quelconque ou autre? Ça vaut quoi comme données? Donc ça prend quoi comme données? Est-ce que ça télécharge quelque chose de malveillant dans votre téléphone? Ouais. Voilà. Donc c'est des possibilités différentes. On va dans une sandbox. Donc ça s'appelle une sandbox. C'est, on va dire, un environnement de test. On va aller prendre une espèce de bac à sable pour pouvoir tester sans les contraintes du réel. Exactement. Tester avec des credentials incorrects, etc. pour suivre l'attaque jusqu'à la fin. Simulation. Et même en fait établir ou la définir jette la source. Et à travers ça, en fait, on peut même placer un mot dans le forum first,
qui est un forum international, auquel cas ça nécessite en fait une intervention internationale. Ah, exactement, ça nécessite une intervention beaucoup plus, on va dire. Et les autres White Hat sont solidaires, jouent le jeu, sont réactifs? Oui. En fait, il y a même ce qu'on appelle des Red Hat. Hadouma, c'est des chasseurs de pirates. C'est ce qu'ils font en fait. Exactement. C'est des chasseurs de pirates. Leurs objectifs, c'est en fait de mettre à terre, exactement, neutraliser les groupes, etc. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir toute cette organisation qui va autour. Et cela va de soi avec notre transformation digitale. Actuellement, on est dans une transition très très cruciale, ce qui fait que, en fait, le citoyen, il va se retrouver du jour au lendemain à être dépendant à ces, on va dire, à ces plateformes, à ces comportements. C'est très important de mettre une sensibilisation qui va de soi avec la progression. Salut. Donc, je rejoins totalement ce qu'il a dit. Juste, je voulais rebondir sur un truc par rapport au lien. Oui. Donc, je disais que le lien bizarre, dès qu'il faut pas le cliquer. Hein. Donc, d'autres techniques, c'est qu'ils utilisent des raccourcis, bitly. Oui. En fait, vous m'avez rappelé quelque chose. Voilà. Donc, il y a un lien pour tromper l'utilisateur, ils utilisent des raccourcis. Donc, le lien clic un toué, un bizarre. C'est louche, ouais, il va être super court. Ça va être super court. C'est ce que tu reçois par SMS, généralement. Pour ne pas. Il y a des sites gratuits sur Google qui permettent de raccourcir les liens. Exactement. Voilà. Tu raccourcis le lien, il devient plus mignon. Voilà. Ça s'appelle les shorters. Plus rassurant. Les shorters, exactement. C'est plus rassurant parce qu'après, par exemple, on va prendre Bitly, bit.ly/. Voilà. Et voilà. Là, on l'a à classe. C'est bon, on est rassuré, on va pas vérifier. En fait, là, on clique dessus. En fait, il y a Memphis, il m'a rappelé quelque chose de très intéressant, que j'ai donné une de mes conférences. D'ailleurs, c'était qui m'a cliqué l'ijtihad. Et ben, je vous dis que on peut cliquer sur un lien qui est identique à l'œil nu. Identique. Je dis quasi identique. Enfin, il y a toujours des subtilités, un accent quelque part. À l'œil nu, impossible de déterminer ça. C'est identique. En fait, c'est l'utilisation de caractères russes dans le domaine. Effectivement. En fait, le caractère russe, il faut comprendre que le caractère russe est là, en fait, un format binaire différent. Donc, la machine, elle le traite d'une manière différente. Donc, quand vous allez faire un enregistrement, sur un domaine, le E, vous utilisez le E russe. C'est le même que le E, le français. À l'œil nu, on ne peut pas le différencier. Exactement. Et à ce moment-là, c'est un autre domaine. Et on change exactement. Et ça, en fait, c'était même pour nous, c'était lorsqu'on faisait l'investigation. Lorsqu'on faisait l'investigation, on s'est dit quoi, ils ont piraté l'institution en question ou là c'est un autre domaine. Ça arrive au plus mal, pour dire que ça arrive au plus mal. Voilà, exactement. Voilà. Et le mot de la fin revient à notre ami Nassim. Lourde responsabilité. Non, tout ça, moi je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait que la digitalisation qui est en mouvement chez nous va créer de plus en plus de menaces, menaces internationales et locales. Il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, si vous voulez acheter un fichier de quartier IB Dahabia, vous allez payer $800 à un Pakistanais. Il vous donne une liste de 150 quartiers IB Dahabia. C'est extraordinaire. Vous pouvez pour $500 avoir une liste de cartes d'identité biométriques. Et MIDEC même gratuitement. Exactement. Hélas. Donc, on n'en a pas parlé du dark web, etc. Voilà. Donc là, on parle de menaces internationales. C'est-à-dire s'il y a des gens aujourd'hui, des escrocs en Algérie qui veulent avoir accès, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Faire de l'usurpation d'identité, d'extrait de naissance numérique, tout ça. Donc moralité, prudence. Moralité, renforcement, indispensable des dispositifs au niveau des pouvoirs publics et pédagogie. Et puis il faut se mettre en situation de se dire de toute façon on doit en passer par là, il y aura forcément de la casse, mais il faut aussi que des gens comme Riles se multiplient ou se démultiplient pour qu'on ait de plus en plus d'experts en cybersécurité aussi dans le domaine. Très très belle conclusion, merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à l'invitation de Radio H13. Je rappelle que nous avons parlé des arnaques du e-commerce en compagnie de Salim Bedja, de Nassim Kerdjouj et de Riles Mahleb. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite.